Bonjour. Alors tout d'abord un grand merci de m'avoir convié à ce colloque sur la création littéraire. Il s'agit en fait d'un domaine que je vais commencer à explorer, en particulier avec Jean-Marc Armentat et Marie-Laure Schulz. Donc je vais vous faire des propositions à la fois théoriques et pratiques qui s'appuient sur les travaux que je mène depuis plusieurs années, mais qui n'ont pas été réalisés ni en création littéraire, ni en création artistique. Donc du coup, il s'agira de propositions qui pourront éventuellement donner lieu à certaines réflexions. Alors, néanmoins, j'ai travaillé dans différents secteurs dans lesquels on peut identifier des activités créatives. Donc, je vais vous en présenter un petit aperçu et vous décrire différents modèles, différentes études qui ont été réalisées dans une variété de secteurs. Alors, tout d'abord, je souhaite souligner le fait que les activités créatives sont omniprésentes dans notre société. Et on peut identifier, en tout cas c'est ce qu'ont fait certains auteurs comme Margaret Boden ou d'autres, en fonction des résultantes des activités créatives, on peut identifier des productions qui vont se situer sur un continuum que l'on peut qualifier comme allant d'une créativité mineure à une créativité majeure. Alors je vous ai mis différents exemples sans aucun jugement de valeur. J'ai positionné en fait différents objets qui résultent d'activités créatives. Et dans un premier temps, je vais essayer de définir ce que l'on entend en psychologie cognitive comme la créativité. Alors si on regarde les définitions les plus anciennes, on va trouver un point de vue qui a évidemment été remis en cause, selon lequel créer s'effectuerait à partir de rien. Alors, dans la suite de ce que je vais vous montrer, au contraire, l'objectif sera décortiquer ce qui va contribuer à l'émergence d'idées créatives, même si on trouve dans le langage courant des termes qui mettent en avant une conception plutôt mystique de la créativité, des termes comme découvrir, inventer, avec cette idée que la création existerait quelque part où certaines personnes pourraient accéder à cette création. Ce qui a été en plus conforté par certains témoignages, notamment de poètes qui ont pu se dire être inspirés par des muses, notamment. Alors, ce type de définition a été remis en cause. On trouve tout un ensemble de définitions de la créativité. Et en général, ce qui est mis en avant, c'est une capacité à produire une idée sous une forme observable ou à réaliser une production qui va se conformer de façon plus ou moins importante à l'un ou l'autre de ces critères, ou les deux selon les domaines de manifestation des activités créatives, à savoir le caractère de nouveauté et le caractère adapté. Alors, adapté étant à prendre au sens large, puisque cela va forcément dépendre du secteur d'application ou de manifestation des activités créatives. Alors, pour vous montrer l'importance néanmoins du caractère adapté, dont on n'a peut-être pas toujours conscience, j'ai pris des contre-exemples un peu caricaturaux dans l'un des domaines dans lesquels j'interviens, qui est celui de la conception de produits. Alors, je vous ai mis ici quelques contre-exemples. Alors, les deux premiers font partie d'objets dits introuvables. Donc, vous avez une cafetière pour masochistes, un tandem pour fiancés. Alors, si l'objectif est de se servir un café très chaud ou de se déplacer, on se rend compte que ces objets ne sont pas forcément adaptés. Voilà. Et puis en bas, en bas à droite, vous avez un objet qui est par contre tout à fait réel. Voilà. Donc, c'était pour insister sur le caractère non seulement nouveau, mais aussi adapté de ces productions créatives, qui résultent en tout cas d'une activité créative. Ce que je souhaite mettre en avant aussi, c'est le contexte social de la créativité, puisque souvent, en tout cas en psychologie cognitive, on a tendance à se focaliser sur l'individu qui va faire preuve de créativité. Néanmoins, des auteurs comme un auteur que j'hésite toujours à
J'hésite toujours à prononcer le nom. Voilà, donc il a proposé un modèle systémique que je trouve très intéressant puisqu'on se rend compte que la créativité, certes, résulte d'une activité d'un individu. Alors par la suite de ma présentation, j'évoquerai aussi les activités créatives en situation collective, mais ici dans ce modèle, on trouve un individu qui produit de la nouveauté, et il se trouve que cette nouveauté est en fait l'objet d'une sélection par ce que Mihaly appelle des gardiens du domaine, qui peuvent se manifester dans différents secteurs, de critique artistique, littéraire ou autres, qui vont sélectionner parmi les nouveautés qui sont proposées par les individus, celles qui sont jugées à un moment donné, une époque donnée, puisqu'il y a une évolution de cette sélection, qui sont jugées à un moment donné comme pertinents pour le domaine considéré. Ce qui va entraîner une évolution même du domaine et forcément, dans ce cas-là, des informations qui seront prises en compte par les individus qui vont à nouveau faire preuve de créativité. Alors, dans le cadre de mes travaux, je cherche à analyser des activités créatives à la fois en situation individuelle et en situation collective, dans l'objectif d'identifier les déterminants de ces activités, et en outre, dans le but d'essayer de proposer et de tester des modalités d'assistance, et je vous en présenterai certains exemples dans la suite de mon exposé. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la créativité en situation individuelle, sur le plan théorique, certains auteurs ont considéré qu'il s'agit d'une activité de résolution d'un problème créatif, d'un problème qui a certaines particularités, comme le fait d'être mal structuré ou mal défini. Alors, ça signifie qu'au départ, le créateur, le concepteur, a une représentation mentale qui est à la fois incomplète et imprécise de ce qu'il va chercher à créer. Et progressivement, en ce sens on va parler de coévolution du problème et de la solution, progressivement, cette personne va se fixer ses propres objectifs, ses propres options de conception, ce qui va l'amener à préciser, compléter sa représentation mentale. Donc de ce fait, l'espace des possibles va se trouver progressivement circonscrit jusqu'à parvenir à une ou un nombre limité, en tout cas, d'idées qui seront développées, complétées, le cas échéant. J'ai mis dans cette diapo deux caractéristiques supplémentaires. L'existence d'une démarche opportuniste, c'est-à-dire que même si pour créer, on peut s'appuyer sur un plan prédéfini. Ce sont les témoignages, par exemple, d'architectes, de différentes personnes qui font preuve de créativité dans leur activité professionnelle, qui peuvent décrire des plans. Pour autant, ce qui est constaté, c'est qu'il y a une démarche opportuniste, des retours en arrière, des remises en cause, le fait qu'on puisse raisonner à différents niveaux de façon successive. Et puis, également, un élément qui me semble important, c'est le fait, comme je le disais, que les idées doivent être présentées sous une forme observable, c'est-à-dire doivent être externalisées, que ce soit sous la forme d'un croquis, d'une sculpture, d'un tableau. Et ce qui a été décrit par certains auteurs, c'est ce qu'on appelle une conversation réflexive, c'est-à-dire le fait de mettre à plat ces idées permet d'aller plus loin dans sa propre réflexion, permet d'inférer de nouvelles contraintes, d'avoir une nouvelle compréhension qui va elle aussi participer à l'activité créative. On trouve également dans la littérature des modèles généraux du processus créatif. Donc, certains sont très anciens comme le modèle de Wallace, d'autres sont plus récents. Ce qui me semble important dans ces modèles, ce sont notamment les étapes de préparation, tout ce qui peut correspondre à une recherche documentaire, une analyse de l'existant, parce qu'on est en ergonomie, qui va pouvoir donner lieu par la suite, alors pour Wallace, à un phénomène d'incubation. Donc là, il s'agit de processus inconscients qui vont néanmoins contribuer à l'émergence d'idées. Et cette idée, pour Wallace, peut se manifester dans le cadre d'un phénomène d'illumination, d'insight. Tout d'un coup, on se dit, ça y est, j'ai la bonne idée, ou j'ai trouvé une idée qui me semble particulièrement intéressante à développer. Et pour Wallace, cette étape se poursuit par une vérification.
Chez Teresa Amabile, ce qu'on va trouver en plus, c'est l'identification du problème. Le fait de se dire, à ce moment précis, je vais essayer bien de résoudre un problème créatif. Donc il faut qu'il y ait une identification de cette nécessité de traiter le problème. On va retrouver des étapes de préparation, génération, validation, et en plus, dans le modèle d'Amabile, une étape de communication à autrui. Donc le fait qu'on peut créer pour soi, mais qu'il y aura potentiellement un auditoire, en tout cas certaines personnes qui auront un regard auquel ce produit créatif pourra être destiné. Je crois qu'il y avait une question. Est-ce que je peux me permettre de répondre aux questions maintenant Je voulais savoir, le terme d'illumination, c'est emprunté à quel registre, quel champ lexical, ça signifie quoi? Alors c'est ce qu'on peut appeler aussi l'insight, qui a été proposé par un courant dit de la Gestalt théorie. C'est en fait, ça correspond à une sorte, alors souvent pour l'insight, on va considérer qu'il s'agit d'une restructuration. On voit les choses de façon différente. C'est une restructuration cérébrale? Une restructuration cognitive perceptive. Dans certains cas, on peut voir les choses de façon différente et ça permet de débloquer si on est dans une impasse créative. Tout d'un coup, on voit les choses de façon différente et ça y est, on a une idée qui nous semble appropriée. C'est une modification des structures cérébrales? Pas cérébrale, mais en tout cas de la perception des choses. Je ne sais pas si vous connaissez les figures réversibles, par exemple. Éventuellement, je pourrais vous en montrer. C'est le fait de voir, par exemple, soit un vase, soit deux profils, alors que c'est la même image. Mais on peut le voir de façon différente. Donc ça correspond notamment à cela. Alors, ce à quoi je m'intéresse en particulier, c'est l'émergence d'idées, quelle que soit en fait la terminologie que l'on va retenir. Alors, à l'issue en fait d'analyse de situations réelles de créativité, j'ai proposé un modèle que j'appelle AGC, qui signifie analogie et gestion de contraintes, où j'essaie d'identifier des processus cognitifs que l'on peut potentiellement retrouver dans différents types d'activités créatives. Alors, la réalisation d'analogies, le fait de se référer à des situations que l'on connaît, des objets que l'on connaît aussi, peut dans certains cas permettre d'élargir son espace de recherche d'idées. C'est une façon de trouver de l'inspiration, par exemple, en s'inspirant en particulier d'autres domaines que celui dans lequel on souhaite développer une activité créative. Et cela concourt au caractère de nouveauté que je vous ai présenté dans la définition de la créativité. Et puis également la gestion de contraintes, sachant que dans ce cas-là, il s'agit non seulement de contraintes externes que l'on peut trouver dans certains secteurs comme le design où il y aura un cahier des charges, mais aussi de contraintes internes à chaque créateur, à chaque concepteur. Et dans ce cas-là, les contraintes vont pouvoir sous-tendre, orienter la recherche d'idées et l'évaluation des idées. Et puis sous-tendre également les prises de décision, les choix, y compris lorsque l'on pense effectuer des décisions intuitives, entre guillemets. Donc, l'objectif ici sera de décortiquer en fait ces différents processus cognitifs qui peuvent interagir et contribuer à la fois au caractère de nouveauté et d'adaptation au contexte. Alors, je vous ai présenté 3 exemples dans des domaines différents. Premier exemple s'appuie évidemment sur un récit, puisqu'il s'agit de la presse à imprimer. Et il paraît donc que Gutenberg aurait assisté à des démonstrations de pressoir à vin à Strasbourg. Et ce serait cet élément qui aurait été associé aux chevalières, qui lui aurait permis de proposer des principes ayant conduit à l'invention de la presse à imprimer. De façon contemporaine et réelle, dont j'ai eu la chance d'observer des étapes d'émergence d'idées créatives dans le domaine de la conception de produits aérospatiaux, sachant que j'ai étudié ce secteur-là à l'aérospatial, au Muro, et j'étais présente
4 jours sur 5 sur place dans le bureau d'études. Donc j'ai pu observer une étape où les concepteurs qui travaillent dans le bureau d'études devaient concevoir un produit qui était différent des produits habituels, en ce sens qu'il excédait les dimensions des réflecteurs qu'ils avaient l'habitude de créer, donc des réflecteurs qui vont alimenter en énergie les satellites. D'accord ? Donc il s'est trouvé qu'ils avaient cette contrainte de créer un nouveau réflecteur, bien plus grand que d'habitude, tout en sachant qu'il y avait certaines contraintes à respecter, comme le fait de pouvoir placer le réflecteur sous la coiffe de la fusée Ariane, et donc des contraintes de dimension, qui étaient d'une certaine façon a priori contradictoires, avoir une grande dimension, mais un espace très petit pour ranger le réflecteur. Il s'est trouvé qu'après plusieurs jours, plusieurs semaines en fait, de réflexion, l'un des experts a pensé à réutiliser le principe du parapluie. Et cette idée a été retenue et développée dans un domaine technologique. Un autre problème s'est posé, c'est qu'il se trouve que les réflecteurs sont constitués d'une surface réfléchissante qui va être posée sur une structure métallique. Donc au moment de plier cette structure métallique, il y avait un risque que la surface réfléchissante, qui était dans un matériau tel que les bas ou les collants, s'emmêle dans la structure métallique. Donc là encore, ils se sont demandé comment ils allaient pouvoir traiter ce problème. Après encore plusieurs jours de réflexion, un autre expert a vu ce qui était présent dans le bureau d'études, c'est-à-dire le principe des rideaux coulissants. Il s'est dit qu'il pouvait réutiliser ce principe pour traiter le problème auquel ils étaient confrontés. Donc d'un point de vue cognitif, en fait, il s'agit d'exemples de comparaison sélective entre des domaines qui n'ont aucun lien a priori, et puis également d'encodage sélectif, le fait d'être capable de voir dans l'environnement quelque chose que d'autres n'auraient pas vu ou n'auraient pas pu exploiter dans cette perspective de résolution de problèmes créatifs. Alors, je vous propose un troisième exemple qui est librement inspiré d'Alain Belé, où j'ai voulu voir dans quelle mesure on pouvait identifier des étapes d'analogie lors de la création de Polar. Donc, il me semble que le fait de s'inspirer d'un fait divers, qui est une source d'inspiration créative, eh bien, peut s'appuyer sur la réalisation d'analogies. On va transférer certaines caractéristiques d'un fait divers pour enrichir une activité de création de Polar, ou bien s'inspirer de soi-même ou de personnes que l'on connaît pour donner des traits de personnalité au personnage, ou encore intégrer des caractéristiques de lieu ou d'environnement que l'on connaît, quitte à les transposer dans un autre univers. Donc là, il s'agit, de mon point de vue, d'exemples de réalisation d'analogie. Et on va pouvoir trouver également ce que j'appelle la gestion de contraintes, sachant qu'ici, il s'agit en partie de contraintes internes au concepteur, au créateur, puisque chacun va se fixer ses propres contraintes. Le fait de choisir de raconter l'histoire de l'enquêteur ou du criminel, le fait d'avoir un schéma par rapport au modèle de l'intrigue linéaire, parallèle, croisé, d'adopter le point de vue du narrateur interne ou externe à l'histoire, et puis le choix de temporalité. Donc on se rend compte qu'il y a autant de décisions qui sont prises par le créateur, qui vont jouer le rôle de contrainte pour orienter l'activité créative, tout en ayant en tête qu'il s'agit de toute façon d'une démarche opportuniste, et en tenant compte aussi du fait qu'il y aura des contraintes à différents niveaux, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la planification des idées, mais aussi lors de la mise en forme avec des contraintes linguistiques, ou encore au moment de la révision, où on peut, à certains moments, privilégier certaines contraintes plutôt que d'autres. Oui. Que faites-vous de la langue dans la question de la création de Polar ? Alors, la langue au sens mise en forme, ou de la langue française, enfin pour un écrivain qui serait français. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans la mise en forme. Donc ce que je vais appeler des contraintes linguistiques, c'est-à-dire qu'il y a une idée, ou plusieurs idées qui vont émerger, il va falloir les mettre en forme, ce qui correspond au processus d'externalisation que je vous ai décrit, que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Et là, on se rend compte qu'il y aura effectivement,
des contraintes linguistiques qui peuvent être soit choisies volontairement, on choisit de s'y conformer, soit, pourquoi pas, parfois violées au sens où on choisit volontairement d'être dans un style qui sera peut-être conforme ou non aux règles habituelles au niveau linguistique. Donc ça rentre dans la mise en forme. C'est un autre niveau de contrainte. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'étudie, effectivement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est en particulier de déterminer si on peut favoriser la créativité, en particulier en intervenant dans l'environnement dans lequel vont se situer les individus qui vont faire preuve de créativité dans les domaines auxquels je me suis intéressée. Alors, je vous présente un modèle qui a été développé par Todd Hubbard et Robert Sternberg, qui présente, de mon point de vue, le grand intérêt de montrer différents facteurs qui vont intervenir sur le potentiel créatif. On va trouver des facteurs cognitifs, des facteurs conatifs, des facteurs émotionnels, des facteurs environnementaux. Et je vais vous montrer rapidement quelques études qui font intervenir ces facteurs. D'accord. Alors, tout d'abord, si on s'intéresse aux facteurs à la fois environnementaux et cognitifs, on peut se demander dans quelle mesure le fait de présenter des exemples peut favoriser ou pas une activité créative dans le cadre de la conception de produits. Donc, il s'est trouvé qu'il y a eu différents travaux qui ont été faits portant sur la création de créatures extraterrestres où l'image ne sort pas, ou sur des tasses à café dont le contenu ne peut pas se renverser. Et ce qui est apparu, c'est que le fait de présenter des exemples, en fait, va entraîner un effet de conformité à ces exemples, ce qui a été appelé un effet de design fixation. Alors, dans toutes les études qui ont eu lieu, il s'agissait d'exemples qui avaient un lien direct avec l'objet à concevoir. Dans les études que j'ai réalisées auprès d'étudiants et de professionnels en design, j'ai comparé des situations d'expression libre avec des situations où les exemples fournis étaient de nature intradomaine, donc avaient un lien direct avec l'objet à concevoir. Ici, il s'agissait de concevoir un siège pour un cybercafé ayant certaines particularités, comme permettre de se relaxer. Et j'ai voulu comparer la présentation d'images avec la présentation de mots. Dans d'autres situations, les exemples n'avaient pas de lien direct avec l'objet à concevoir. Ils étaient soit sous forme d'images, soit sous forme de mots. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'on retrouvait l'effet de design fixation avec des exemples dits intradomaines, mais que par contre, il était possible d'amener les professionnels en design à élargir leur espace de recherche d'idées et à faire preuve de davantage de créativité lorsqu'on leur fournissait des exemples interdomaines, donc n'ayant pas de lien a priori avec l'objet à concevoir. D'autres types d'études ont été mises en place, là encore auprès de professionnels, en introduisant en plus la valence émotionnelle des images. Et dans ce même type de situation, il est apparu un effet de la valence positive des images qui étaient présentées. Et ce type de résultats ont été mis en application pour développer des systèmes d'aide à la créativité dans le domaine du design. Donc ici, le système Trends qui a été développé aux Arts et Métiers Paris Tech, qui permet d'avoir accès à des bases d'images qui peuvent servir de source d'inspiration pour des designers. Et puis récemment, un autre système qui vient d'être développé, où là encore l'objectif est de favoriser un élargissement de la recherche d'idées, mais ici il s'agit de proposer des mots et des relations entre des mots qui s'appuient sur différents courants actuels dans le domaine du design. Donc là, il s'agissait d'exemples en situation individuelle. D'accord ? Rapidement, je vais évoquer quelques exemples en situation collective, sachant qu'on trouve là des particularités qui peuvent être en faveur ou à l'encontre de l'expression de créativité, des éléments liés à une stimulation cognitive, le fait d'être à plusieurs, par exemple, permet d'enrichir les points de vue qui seront adoptés par le groupe, mais aussi des éléments plutôt négatifs, en tout cas dans un premier temps, comme par exemple des interférences cognitives, le fait que ses propres idées soient influencées par les idées des autres au sein du groupe, ou encore une appréhension du jugement social, le fait de redouter
le jugement que les autres vont porter sur ses propres idées. Ce type de constat peut être associé au fait qu'actuellement, les situations de créativité collective peuvent être remplacées par des situations qui ne seront plus forcément en présentiel, mais qui seront à distance, ce qui est en plus accru dans les domaines professionnels, tels que celui du design, par le télétravail, et donc une nécessité parfois d'interagir via un environnement virtuel, comme des environnements collaboratifs virtuels qui existent, qui sont parfois associés à différents types de supports, que l'on peut enrichir au moyen de certaines méthodes qui existent en ergonomie, comme la méthode des personas. C'est une façon, lorsqu'il s'agit de concevoir des produits qui sont destinés à certains utilisateurs, c'est une façon de personnifier l'utilisateur. Et ce type de méthode est censé susciter un processus d'empathie qui serait en faveur de la recherche de créativité dans ces domaines. Donc ça, ce sont des personas classiques, statiques. Et j'ai voulu tester récemment des personas dynamiques. Donc là, on est dans des domaines d'interaction dans le cadre d'un environnement virtuel. Et les participants sont représentés par des avatars. Donc ici, on a un designer professionnel, un ergonome professionnel, et un avatar qui correspond au persona dynamique qui va représenter un futur utilisateur archétype, mais qui s'appuie sur des analyses préalables, des entretiens, des questionnaires, etc. Et enfin, parmi les pistes que nous sommes en train d'analyser, nous étudions l'impact de l'environnement qui ne constitue plus ici. Alors ici, il s'agissait d'une salle de réunion, on va dire relativement classique, mais répliquée dans un environnement virtuel. Ici, l'objectif est d'analyser l'impact d'un environnement virtuel enrichi, avec ici une balance positive, en ce sens que c'est une ambiance lumineuse, avec tout un ensemble de sources d'inspiration potentielles, ou bien alors, à l'opposé, un environnement enrichi à valence négative qui peut, pourquoi pas, se révéler aussi, fournir une source d'inspiration selon le type de tâche créative. Voilà, donc selon la finalité de l'activité, ça peut quand même présenter, pourquoi pas, un intérêt. Nous allons en tout cas nous le tester dans le cadre d'activités créatives de la vie quotidienne, on va dire. Et pour finir, en fait, ce type de travaux sont actuellement utilisés dans des perspectives pédagogiques. Alors, il y a une collaboration notamment avec la Haute École pédagogique de Lausanne, où on essaie de voir comment on peut proposer des méthodes pour favoriser la créativité alors auprès d'étudiants en ergonomie, en design. Avec Jean-Marc Carentin, on peut par exemple réfléchir à des façons de travailler avec des étudiants en littérature. Et puis, il y a des applications professionnelles telles que celles que j'ai évoquées dans le domaine du design, de l'ergonomie, des ingénieurs. Et de mon point de vue, c'est une façon de contribuer dans ces secteurs-là au fait de parvenir à des productions qui seront à la fois innovantes et adaptées à tous.